pouvez peut-être aller vous changer et puis vous venez nous rejoindre dans quelques minutes. Merci. Voilà, je crois qu'on a assisté à un moment rare de théâtre. On voulait avoir quelques-unes de vos impressions à chaud. C'est pas du théâtre très habituel, cette présence avec des comédiens qui sont à 1 mètre de soi. C'est une forme de théâtre qu'on n'a évidemment pas l'habitude de voir, d'entendre. En général, on se retrouve dans les salles de 500, 1000 places avec des comédiens qui sont très loin. Là, on ressent tout ce que le comédien fait passer, tout ce que le comédien qui devient le personnage. C'est cette transformation-là, ce moment où on ne sait plus qui est le personnage, qui est le comédien. Ce sont des moments assez forts. Alors je vous donne un petit micro, vous allez vous le faire passer, et puis vous allez nous dire un petit peu ce que vous avez ressenti pour les téléspectateurs. Oui. Écoutez, j'ai trouvé ça très émouvant. Oui. Voilà, enfin très émouvant, vraiment. Les acteurs sont dans leur rôle et c'est vrai que on le voit d'autant plus qu'on est près d'eux, donc voilà. Monsieur. J'ai particulièrement aimé le deuxième avec le jeune homme et le troisième avec la fillette. C'était très naturel. J'ai trouvé que c'était très très naturel et pas du tout du théâtre joué. Moi, j'étais aussi très, très touchée et presque envie de réagir à certains moments. Moi, je triche un peu parce que je l'ai vu beaucoup de fois. Et je suis toujours... mais justement, pour l'avoir vu beaucoup de fois, je suis toujours surprise et presque, voilà, il pourrait aller témoigner dans d'autres endroits et redire les mêmes mots, mais ils viennent nous les dire à nous. Et enfin, voilà, je voulais les remercier encore de leur sincérité, de leur talent. Voilà. Moi, je suis surtout frappé par la qualité de l'interprétation. C'est 4 comédiens, 4. Oui, tu parles en spécialiste en plus. Oui, mais oui, je sais ce que c'est. Une simplicité, une vérité, une invention. Enfin, ce sont des vrais acteurs. Et voilà. On va faire le tour du table. Oui. J'avais déjà vu des émissions reportages sur Tchernobyl. Et je me demandais comment ça allait passer, justement, non pas de prendre la vérité sur le terrain, mais de jouer des gens qui vivent à Tchernobyl. Et franchement, je suis assez bluesé, quoi. Parce que c'est plus vrai que vrai, quoi. On a encore tous la gorge serrée. Oui. Bon, à un certain moment, je me disais, bon, ce sont des comédiens, ils n'ont pas l'air contaminés, mais bon, c'est quand même... j'ai l'impression d'en avoir appris plus, parce que des témoignages comme ça de gens sur place, j'en ai pas entendu aussi fouillés, enfin, des gens qui arrivent à dire autant de choses sur ce qu'ils vivent sur place, avec autant de sentiments, et bon, je trouve ça, oui, de vérité, oui. Parce que ça nous est impossible de fuir, c'est ça on est obligé d'écouter. Oui. Et ben, je trouve que c'est inquiétant, quoi, parce que c'est pas de la fiction, on est dedans, quoi. C'est en ce moment, il y a des gens qui vivent ces choses-là. Hein, c'est pas du passé. Et à un moment, je me disais, mais pendant tout ce temps que ces gens vivent ça, moi, je vivais tranquille, sans problème, enfin, pas plus de problème qu'on peut en avoir quand on vit en France. Pendant que des gens vivent ces horreurs. On peut se le dire à chaque fois qu'il y a des horreurs dans le monde, bien sûr. Oui. Il y en a partout.
Mais bon, c'est beaucoup de vérité, quoi. C'est ça, c'est très vrai, quoi, comme pièce. Madame. Merci. Oui, il n'y a pas grand-chose à rajouter, c'est vrai, à ce qui est dit, et j'adhère à ça. Ce qui effectivement me touche, c'est de penser que ces gens-là continuent de vivre. Et c'est évoqué à un moment. C'est le passé et c'est le futur à la fois, et c'est ça qui, enfin, moi, me donne par ces témoignages cette impression oppressante. Je l'ai déjà vu, j'ai déjà entendu ces témoignages une première fois, et je ressors de là avec la même oppression. Peut-être un léger partage et bien infime de ce que peuvent vivre ces gens, et une interrogation aussi par rapport à ce choix, alors là, de ces centrales et de l'état dans lequel elles peuvent se trouver à l'heure actuelle. C'est toute une question. Une grave question, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Mademoiselle. Oui, alors effectivement, pas grand-chose à rajouter. Je voulais juste saluer effectivement, encore une fois, la prouesse et la très belle beauté de ces comédiens. On a vu défiler beaucoup d'images, beaucoup de couleurs, du mouvement. Et moi, je l'ai déjà vu aussi, cette pièce, de nombreuses fois. Et à chaque fois, c'est des images différentes. Et ça, voilà, il n'y a qu'un comédien bon et doué de talent qui peut arriver à faire ça. Merci. Oui, moi, j'ai été agréablement surpris. Évidemment dans la forme et dans le contenu aussi. Le contenu, c'est des témoignages très 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 forts, et véhiculé par l'art de l'acteur, c'est encore plus fort. Et je pense que le théâtre, de ce côté-là, il a vraiment quelque chose à rajouter à ce qu'on appelle le documentaire aujourd'hui, l'information par le biais de l'art de l'acteur. Et là, évidemment, en regardant, j'ai écouté et j'ai oublié à un certain moment que nous sommes en direct avec une caméra ou 2 ou 3 caméras, et j'ai trouvé que je dis, tiens, le théâtre, il peut sauver quelque chose au niveau de l'information qui passe par une justesse et par une émotion, par une qualité d'écoute extraordinaire. Et c'est pour cela que je m'étais surpris et j'ai oublié que j'étais dans une émission ou dans un théâtre ou dans un spectacle, et j'étais dans un univers d'information évidemment et d'émotion, et j'étais agréablement vraiment surpris. Parce que tout le relais se fait par le vivant. C'est-à-dire qu'on peut parler de n'importe quel sujet. Là, c'est le sujet le plus abominable. On voit des êtres touchés dans leur chair, blessés à mort, dans leur péché, dans leur souffrance, dans leur rébellion. Il y a une volonté aussi d'accusation qui est derrière tout ça. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça passe par le corps du comédien, et donc par ces êtres, ça passe toujours par l'humain. Et derrière tout ça, moi, ce qui me frappe, c'est que, je vais peut-être vous choquer en pensant ça, mais moi je trouve une belle espérance. C'est-à-dire que rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Et il y a, à travers ces témoignages et au-delà de ces témoignages, par le corps de ces comédiens qui nous le disent, une vérité humaine qui est la nôtre et qui fait qu'on est peut-être, nous, capables d'être responsables d'atrocités, d'être responsables de mensonges, mais qu'il y a ce frémissement d'humanité qui passe et qui nous est tous commun, et qui fait que je crois qu'on peut espérer en l'homme malgré tout ça. Et je trouve que surtout dans le dernier témoignage, en plus j'ai été très sensible à la construction dramatique de Cyril Roche, qui est le metteur en scène, qui les a les uns après les autres, cette espèce de montée vers un apaisement, une acceptation, et puis finalement vers l'espérance. Tout à fait, parce que c'est des personnages très 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 grands, très grands. Ces personnages, entre guillemets, ces témoignages, ces gens qui témoignent, ils ont une humanité, ils ont une humilité, ils ont une grandeur. Et ça me rappelle les vieillards qui sont encore vivants, qui venaient d'Auschwitz et qui parlaient avec une clairvoyance, avec une clarté, avec une grandeur. Ils venaient de loin, mais ils sont grands et ils nous apprennent. Et ça, c'est qui sort vraiment dans le texte. Et pour moi, c'est déjà beaucoup. Donc je remercie les acteurs de ce travail, vraiment. Voilà, le théâtre amène, est toujours le lieu de l'humain. Et
Donc cette proximité-là fait que... Parce qu'il faut bien comprendre que votre présence qui est ici fait que les comédiens étaient encore plus habités, encore plus... Ils ressentent tout, le moindre frémissement, le moindre... Donc chaque chose transformait, amenait une émotion. Le partage, c'est que votre émotion amène leur émotion. Et c'est un mélange, c'est un don mutuel. Et ce moment-là qui est vécu ensemble, il n'y a que le théâtre qui peut rendre ça. Peut-être que nos acteurs sont bientôt prêts. On va faire venir le metteur en scène ici, Cyril Roche. Si vous êtes, peut-être serez-vous assez gentil pour redescendre tous les sets dans la salle. Et puis vous restez là et comme ça les acteurs vont venir nous rejoindre et puis on va un petit peu discuter avec eux. Cyril, je pense que voilà le metteur en scène Cyril Roche. Peut-être que tu peux te mettre de ce côté-ci. On va te demander pourquoi tu as monté ça, et dans quelles circonstances, le choix des comédiens, le choix de ce texte, qu'est-ce qui a pu t'habiter? Ah bah voici les comédiennes, bravo encore. Bravo, merci. Asseyez-vous. Asseyez-vous, tenez, mettez-vous là, à côté de moi, si je ne vous fais pas peur. Donc Cyril, on était en train de demander à votre metteur en scène, parce que j'imagine que c'est toi qui es à la base de ce projet, pourquoi avoir voulu monter ce spectacle autour de témoignages. Je crois que l'auteur est biélorusse, elle est encore vivante. Tout à fait, tout à fait. C'est une journaliste biélorusse, oui. Svetlana Alexievitch, qui a sorti un livre, c'est-à-dire qu'elle est allée sur le terrain pendant 3 ans, 10 ans après la catastrophe, recueillir les témoignages des survivants. Et donc le livre, c'est 37 récits comme ça, qui sont c'est pas du tout inventé de sa part, hein, les journalistes, donc elle n'est pas auteur. Je crois qu'il y a eu une autre pièce, Les Cercueils de Zinc, qui avait été montée par Jacques Nichet, tout à fait. Qui est un très bon metteur en scène. Quelques années auparavant, donc elle avait fait pareil, dans le même style, un livre sur des témoignages de veuves de soldats d'Afghanistan. Oui, sur l'Afghanistan. Oui. Voilà, Les Cercueils de Zinc. Puis elle a fait ce livre-là. Moi, simplement, c'est par hasard que je suis tombé dessus, c'est-à-dire en parlant d'émotion avec une amie slovaque. On parlait de l'émotion et de la transmission de la parole. Eh bien, elle m'a simplement, comme témoignage de ça, laissé ce livre. Elle m'a dit, lis-le et tu comprendras des choses. Et effectivement, j'ai lu et j'ai compris beaucoup de choses sur l'émotion, sur l'amour, sur le partage et sur l'homme. Et j'ai voulu, moi, en tant qu'artiste, m'impliquer aussi. C'est-à-dire, elle, Svetlana, elle est journaliste, elle s'implique. Son désir, c'est de témoigner à l'humanité. Et nous, en tant qu'artistes, nous avons aussi le désir de témoigner à l'humanité. C'est notre rôle aussi. C'est notre devoir de donner une parole à l'homme. Et je me suis dit, c'est peut-être ce que nous devons faire pour aider ces gens et nous aider nous-mêmes de monter ces textes. Voilà. Écoute, je pense que les spectateurs peuvent te remercier. On peut peut-être dire quelques mots de Tchernobyl pour situer un petit peu le contexte. Svetlana Alexievitch était une des invitées d'honneur du Salon du Livre qui s'est tenu à Paris il y a quelques semaines, dont la Russie était le pays invité d'honneur. Et elle a accordé plusieurs entretiens et j'ai retenu une de ses paroles les plus simples où elle expliquait quel est son travail. On lui demandait comment vous y prenez-vous et elle disait « j'écoute, j'écoute, j'écoute et ensuite je pense ». Ça prouve également l'extrême humilité dans laquelle elle approche ces très très nombreux témoignages. On peut évoquer son engagement. Vous parliez de son engagement personnel. C'est qu'en ayant passé ces 3 années dans la zone contaminée de Tchernobyl, elle est elle-même souffrante. Elle a un cancer. Et autre conséquence, c'est qu'évidemment, ces témoignages sont extrêmement dérangeants pour le pouvoir biélorusse et ukrainien également. Et elle est interdite de séjour dans son pays. Elle vit en exil, tantôt en France, tantôt en Italie, tantôt en Allemagne, je crois. Oui, le contexte, tu disais, au risque de choquer, ce qui te frappe dans la pièce que nous allons voir, si on peut appeler cela une pièce, c'est la vie, c'est l'espérance. Moi, j'ai envie de dire, au risque de choquer encore plus, que finalement,
peu importe Tchernobyl, que ces personnages racontent cette souffrance qui nous touche, c'est cette souffrance humaine. Que ce soit un raz-de-marée en Indonésie ou la catastrophe de Bhopal en Inde il y a quelques années, ou Tchernobyl, finalement, ce qui nous touche, c'est l'universalité, l'éternité de ces sentiments, de cette souffrance humaine. Alors, si on revient au contexte Tchernobyl propre, il est intéressant d'y revenir un petit peu parce qu'il concerne aussi d'une certaine façon la France. Nous sommes en 1986, 3 ans avant la fin du bloc soviétique, et le bloc soviétique est en train sacrément de se fissurer. Un homme vient d'arriver au pouvoir, Gorbatchev, il essaye de réformer par le sommet l'État, il n'y arrivera pas, comme on sait, il y a de nombreuses résistances. Et les pays soviétiques vivent encore dans l'illusion de la puissance. On essaye de donner toujours les apparences du pouvoir. Il n'est surtout jamais question de montrer qu'il y a des fragilités, que l'industrie n'est plus à la hauteur, que l'armement n'est plus à la hauteur, que la conquête spatiale est désormais impossible. Un des premiers témoignages dit « Nos réacteurs nucléaires sont sûrs comme des samovars ». Il faut vraiment être un idéologue soviétique pour dire ce genre de sornette. Puisque, évidemment, la catastrophe de Tchernobyl, donc, rappelons le contexte, nous sommes à 130 km au nord de Kiev. Kiev est la capitale de l'Ukraine. Nous sommes à quelques kilomètres de la frontière de la Biélorussie. L'Ukraine dispose de 14 centrales nucléaires. Une de ces centrales est à la frontière biélorusse, c'est Tchernobyl, qui est une petite bourgade. Dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, défaut d'entretien des vannes, du circuit de refroidissement. Le 4e réacteur de cette centrale explose. Un immense panache de fumée monte à 2 km en hauteur. Pendant 10 jours, ce réacteur va cracher 200 tonnes de poussière radioactive. Le vent souffle du sud. Et c'est ça le martyre de la Biélorussie, c'est que tout ce panache est rabattu sur la Biélorussie, qui reçoit 70% des matières radioactives. Mais le vent souffle toujours du sud, sud-est. Le 28, il atteint la Pologne. Le 29, il atteint la Finlande et la Suède. Le vent tourne et ce panache de fumée descend vers l'Europe centrale, l'Hongrie, l'Allemagne et la France. Il atteint la France le 29 avril. Le 1er mai, tout l'Hexagone est recouvert et le 5 mai, ce panache continue à se diffuser jusqu'en Amérique. Il faut dire que finalement, ce qui caractérise la contamination, ce n'est pas tellement la distance. Les experts parlent de taches de léopard, c'est-à-dire que ces matières en suspension dans l'air retombent surtout en fonction du relief et de la pluie. C'est-à-dire que quand on observe une carte de l'Europe dans les jours qui ont suivi, la matière radioactive n'est pas proportionnelle à la distance, elle s'est déposée à certains endroits. Ce qui est criminel en Biélorussie, c'est que pendant 4 jours, on a masqué, on a surtout dit « il ne s'est rien passé, tout va bien ». Ce qui est évidemment faux. Et c'est criminel parce qu'en réalité, ces matières nucléaires ont pour certaines une durée de vie très courte. Un des personnages évoque l'iode. On ne va pas parler jargon nucléaire, évidemment, je ne suis pas un physicien de toute façon, mais on caractérise les éléments radioactifs par ce qu'on appelle leur demi-vie, c'est-à-dire la période pendant laquelle elles perdent la moitié de leur capacité à nuire, leur radioactivité. L'iode a une demi-vie de 8 jours, c'est-à-dire qu'au bout de 8 jours, l'iode a perdu la moitié de sa radioactivité. Les 8 jours suivants, c'est divisé par 4, et ainsi de suite. Ça veut dire que c'est dans les premiers jours qu'il faut agir. Certaines des matières radioactives avaient une demi-vie de quelques heures, de 1 jour ou 2. Donc la réaction est immédiate dans les premiers jours. L'iode, en général, c'est pour ça que je cite cet exemple, c'est sans doute aussi pour ça que le personnage l'évoque, c'est celui dont on a le plus parlé, cet élément radioactif, parce qu'il se fixe sur une glande qui est la thyroïde. La thyroïde, naturellement, fixe l'iode. Et la mesure la plus simple, c'est de distribuer à toute la population des gélules d'iode saines qui se fixent sur la thyroïde, elle est saturée en iode, et du coup, quand l'iode radioactive arrive, il ne se passe rien. Ça n'a évidemment pas été fait. En France, on n'a pas vraiment de leçons à donner de cette façon. La dissimulation est partout. La dissimulation est partout, à un moindre... Les chasseurs de champignons savent quelque chose. On n'a vraiment pas de leçons à donner, puisque l'acteur majeur en France au printemps 86, ça a été le SCPRI, le Service central de protection contre le rayonnement ionisant, qui est un organisme qui dépend du ministère de la Santé, et qui n'a pas dit nos réacteurs, c'est du samovar. Ils ont dit non, non, nous avons été effleurés par la queue du nuage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'expression. Et dans ses communiqués successifs, il expliquait que c'était un non-événement et que c'était rien passé en France. Fort heureusement, la France est un pays un petit peu plus libre que l'Ukraine ou l'Union soviétique, et il y a des chercheurs indépendants, des physiciens, en particulier de l'Institut de physique de Lyon, qui ont fait des mesures dès les premiers jours de mai et qui ont contredit, preuve à l'appui. Ils avaient fait des prélèvements avec des huissiers qui constataient les prélèvements. Ils ont constaté, preuve à l'appui, que la contamination était beaucoup plus importante. Et à partir du 10 mai, donc on est déjà 2 semaines après la catastrophe,
c'est apparu dans la presse. Libération a titré, je crois, le 11 mai ou le 12 mai, le mensonge nucléaire. Et ça y est, l'affaire était lancée. Mais de certaine façon, il était trop tard, puisque comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'iode en particulier avait déjà perdu une grande capacité de nuisance, puisqu'une grande partie de la chaîne alimentaire était atteinte. Les matières s'étaient déposées dans les herbages, les vaches avaient du lait un peu radioactif, et les fromages, etc. Il y a quelqu'un que je pense important d'évoquer, Yuri Bandanevski. La presse française a parlé de lui il n'y a pas très longtemps. C'était le recteur de la faculté de médecine de Gomel. Gomel, c'est la grande ville du sud de la Biélorussie, près de la frontière ukrainienne. C'est évidemment la ville qui a été le plus touchée, concentration humaine la plus importante. Je rappelle qu'en Biélorussie, il y a 10 millions d'habitants. Je dis il y a encore 10 millions d'habitants. Un quart de la population a été irradiée. Je crois, une population, enfin un territoire aussi grand que la Norvège. Exactement, exactement. C'est énorme. C'est gigantesque. Et quand on voit les photos, moi j'ai vu des photos, c'est terrifiant. On voit des enfants avec 2 têtes, des décors complètement déformés. C'est vraiment, c'est Hiroshima, c'est terrible. Les estimations disent que les matières projetées dans l'atmosphère sont équivalentes à 100 fois la somme de Hiroshima plus Nagasaki. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est gigantesque. Yuri Bandanevski a fait des analyses, a montré la recrudescence de cancer de la thyroïde, les malformations génétiques, etc. Ce qui dérange beaucoup le pouvoir biélorusse, mais ce qui dérange encore plus le pouvoir, c'est qu'il a montré que les fonds alloués par la communauté internationale pour traiter la radioactivité ont été essentiellement détournés. Et donc cet homme, depuis 2001, est en prison. Il vient d'avoir, c'était en mars dans la presse française, en mars dernier, donc le mois dernier, un appel des plus grands scientifiques français, François Jacob, Claude Cohen-Canouji, enfin tous les prix Nobel français qui ont écrit solennellement au président Loukachenko, qui est le despote actuel, qui est au pouvoir depuis la fin de l'Union soviétique en Biélorussie, pour lui demander la libération de cet homme. Jusqu'à présent sans effet. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas du tout une charge nucléaire contre le nucléaire que tu as voulu faire. Hein. C'est important parce qu'il ne s'agit évidemment pas, d'après toi, parce qu'aujourd'hui, on se pose évidemment des questions sur les... Ah oui, donc ce que tu as voulu faire, c'est surtout parler de l'homme, parler de la souffrance de l'homme, mais ce n'est pas une charge contre le nucléaire. Absolument pas. Parce que si c'est pris comme ça, mon travail serait nul, quoi. C'est-à-dire vraiment, le but, c'est pas du tout de dire qui a tort, qui a raison, parce que je crois que c'est la vie. Il y a des drames, des choses terribles. Mais là, je crois que ce qui est beau, enfin moi, ce qui me touchait, c'est qu'il n'y a pas d'auteur là-dedans. Il n'y a que des gens qui sont eux-mêmes auteurs, puisqu'ils racontent leur vie. Et ce qu'ils disent est bouleversant. Et moi, ce que j'aime, c'est que ce sont des gens ordinaires qui basculent dans l'extraordinaire. Mais je pense que chacune des vies sur Terre est une vie ordinaire qui est extraordinaire. Et c'est ça, ces gens-là qui sont paysans, qui sont historiens, physiciens, etc., eh ben, tout d'un coup, on découvre une vie merveilleuse. Et je crois que c'est l'homme, c'est la vie, c'est le monde dans lequel on est. Et le théâtre, son rôle, c'est de dire ça, de parler de ça. Et effectivement, j'imagine que si on interviewait des gens sur le 11 septembre, ce serait pareil. On aurait des témoignages terribles qui nous bouleverseraient. Et voilà. Alors après, simplement, on s'est mis autour d'une table parce qu'on pense que c'est comme ça que ça s'est passé à la base. On est revenu à la source. La journaliste a interviewé des gens, sûrement autour d'une table. Eh bien, revenons à la source plutôt que de se mettre en scène. Soyons simples et essayons simplement de retrouver cet esprit, cette vie. Mais le théâtre, c'est son rôle. Dites-moi, ça doit être agréable de travailler avec Cyril Roche. Peut-être. Je vous donne un micro pour que. C'est pas mal. On est obligé de dire oui. Vous êtes obligé de dire oui. Alors comment il travaille? Il dirige les comédiens avec... Comment vous travaillez? En fait, on a beaucoup travaillé au départ, donc toujours à la table et en binôme. Oui. Il nous a fait travailler. Il nous a toujours fait travailler. Il était seul avec un de nous à chaque fois. On a travaillé les monologues comme ça, 2 par 2. Je vais y arriver en binôme, donc. Et en fait, on s'est rencontrés, ça c'était merveilleux, on a passé quelques jours ensemble et on s'est dit nos textes qu'on n'avait jamais entendus, c'est-à-dire que chaque personne, on a découvert les textes des autres le même jour et ça c'était vraiment une expérience assez incroyable. Vous travaillez texte dessus et puis ensuite il vous dirige, comment ça se passe?
Pour les téléspectateurs et pour les spectateurs, c'est toujours mystérieux parce qu'il y a toujours vous êtes comédien, ça doit être tellement difficile d'apprendre vos textes. Oui, c'est toujours ça. Bon, ça, ouais. Eh bien, nous, on sait bien que le problème n'est pas d'apprendre le texte, mais pour travailler avec un comédien, on peut immédiatement obtenir quelque chose de lui et on voit ce passage plus rapidement quand le texte est su. Et c'est comme ça que vous travaillez. C'est vrai que ce qui est fou, c'est qu'on s'en est imprégné très vite. Enfin, on a eu peut-être tous au départ cette réaction de se dire oulala. Et en fait, il a tellement insisté sur l'appropriation immédiate. Enfin, il fallait être vrai. Il y avait tellement peu le dispositif est tel que voilà, on triche pas. Enfin, déjà, c'est un travail que de pas tricher. Et là, il nous a aidés à pas tricher tout de suite. Et donc, on essayait d'être tout de suite au cœur du... Et il vous a dit tout de suite que vous auriez à 1 mètre de vous un méchant spectateur. Tout à fait, on était prévenus. Ouais. Un joli jeune homme qui peut vous troubler. Ou pas, voilà. Ou pas. Ou dormir. Qui peut pleurer ou aussi. Renifler. Voilà, donc, vous avez bien prévenu. Oui, on était prévenus. Ouais. C'était pas... Alors, cette compagnie qui a un drôle de nom, Abacuc, c'est ça? Oui, hein, Abacuc. Vous êtes plusieurs à l'avoir. Comment ça? C'est un sigle. Aventure de compagnie. Abacuc, donc c'est une compagnie, mais je dirais plutôt que c'est un collectif qui réunit différents artistes de différents bords, du mime, de la danse. Jérémy est aussi metteur en scène de la compagnie, donc il monte des spectacles. Je le sais, oui, parce qu'il a monté un très beau Suicidé au Théâtre du Nord-Ouest. Voilà. Suicidé, une pièce de Nicolas Hardman. Voilà, donc on est plusieurs, on tourne, et surtout ce nom vient de la première pièce qui nous a réunis, qui était une pièce écrite encore une fois par Jérémy, qui s'appelait L'Oracle d'Abacuc, et qui se basait, qui prenait sa source dans le livre d'Abacuc, dans la Bible, qui est Abacuc, c'est un des petits prophètes. Voilà, de la Bible. Nous demanderons des précisions tout à l'heure à Claude-Henri Roquet, qui est ici dans la salle et qui est un grand spécialiste. Voilà. Donc, simplement, tout le monde nous appelait la troupe Abacuc. Donc, on s'est dit, gardons ce nom. Et surtout, ce qui nous plaît, c'est qu'il y a un verset dans le livre d'Abacuc qui dit « J'ai entendu et mes entrailles ont été émues ». Et combien ça parle du théâtre. Donc, voilà, ça nous correspond. Alors, toute la troupe est ici Pas du tout. On est beaucoup dans la troupe. Il ne reste plus que 4 minutes. Oui. Tu évoques Claude-Henri Roquet, c'est peut-être une transition habile. Ah oui, donc nous devons terminer l'émission. On a été plus bavard que d'habitude. Exactement. Déjà. On a eu plaisir à entendre nos amis et entendre parler de l'émotion. Je crois qu'il faut parler de la pièce de la semaine prochaine. Oui, donc une lourde charge. Puisque la semaine prochaine, donc, nous avons Antigone sur le grille. Et Claude-Henri Roquet, qui est ici dans la salle, on va lui dire d'en parler pendant une petite minute. On va lui donner, si vous pouvez lui apporter le micro. Nous faisons un bond dans l'histoire, puisque nous quittons l'époque contemporaine pour aller dans la Grèce antique, 2500 ans derrière nous, Antigone. Voilà. Donc Claude, tu peux peut-être présenter la pièce que nous allons présenter la semaine prochaine, oui, dont tu es l'auteur. Oui, c'est vrai. Mais j'aurais aimé aussi parler de tout ce qui nous a réunis jusqu'à présent. Mais bon, je n'en parlerai pas. Sinon, pour dire une chose un petit peu à côté, parce que là, on vient d'assister à une tragédie qui est une tragédie réelle, disons, mais qui conjoint la réalité d'une histoire, d'un moment, de vraie souffrance, et puis, ce que vous disiez, ces gens ordinaires qui deviennent extraordinaires, au fond, on est dans la tragédie. Disons cette évidence-là, n'est-ce pas? Ne parlons pas du langage de la tragédie, mais de ce qui nous émeut. Comme dans Abacuc, on entend et nos entrailles frémissent. Et je me disais, pensant à Antigone, que après tout, malgré toute la différence entre ces récits de Tchernobyl et le récit de la tragédie de Thèbes, il y a bien sûr une convergence parce qu'il s'agit de l'homme et que on trouve aussi dans la tragédie d'Antigone, cela commence par cette peste
Et je me disais que ce qu'on voyait à Tchernobyl, au fond, se superposait à la peste. Et la peste de Thèbes nous conduit à une question: où est l'origine de la faute? Ce grand dérèglement. Tu parlais d'enfants à deux têtes, mais on pourrait dire aussi ces incestes. Antigone, qui est à la fois la fille et la sœur de son père, et tout cela, la peste, et en même temps un coupable et un innocent. Claude, faut pas que tu commences à parler, parce que sinon on sait très bien qu'on ne t'arrêtera pas. Voilà. Et on nous dit, on nous supplie de cesser. Bon, mais voilà, c'est une pièce que j'ai écrite par la rencontre. Vous voyez comme c'est très difficile avec Claude-Henri Roquette, parce qu'on lui dit d'arrêter, puis il continue. Ça, il est très connu pour ça. Mais il s'agit d'Antigone. Voilà. Non, mais on fera la semaine prochaine, nous ferons un débat autour d'Antigone, et je pense que Claude aura beaucoup de choses à dire. C'est une belle pièce que j'ai mis en scène. C'est pas la première pièce de Claude-Henri Roquette que je mets en scène. Et que tu as suscité. Voilà, bon. Et c'est la pièce commence à la fin quand Antigone est dans la grotte. Voilà, en fait c'est la suite d'Antigone de Sophocle d'une certaine façon. Et on vous laisse découvrir la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, nous allons dans la Grèce antique. La semaine d'après, nous faisons de nouveau un bond dans le temps et dans l'espace, puisque nous allons dans l'Allemagne nazie, la période contemporaine de nouveau. La semaine suivante, le dernier mercredi du mois d'avril, ce sera Oubangui-Chari, voilà, début mai plus exactement. Ce sera politique fiction sur l'Afrique coloniale. Et la semaine suivante, Feydeau. Vous voyez à chaque fois des époques différentes, des auteurs différents et des formes théâtrales différentes. Jean-Luc Génère. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés, suivis. Et j'espère que vous avez passé un moment agréable. Merci. Au revoir. Dire un très beau texte.